C'est bon, c'est lancé. Super, merci. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, webinaire qui s'inscrit dans une série d'échanges et de webinaires que l'on fait avec vous et qui réunissent, effectivement un certain nombre de nos coopératives pour échanger sur des sujets clés, pour, nos entreprises face aux transitions, auxquelles elles sont confrontées. Le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, et qu'on va vous présenter concerne le bilan carbone. Alors, pas besoin de vous dire que ce sujet est d'actualité. Carole, ici présente, donc qui va représenter la coopération agricole, va vous rappeler les chiffres clés de cet enjeu-là et les enjeux réglementaires. Une fois qu'on aura posé ça, se pose la question finalement de comment réaliser simplement et efficacement son bilan carbone. Voilà, comment en faire une boussole qui vous aide au quotidien dans la réduction de vos gaz à effet de serre, et puis comment, voilà, on veut vous apporter un certain nombre de solutions pratiques. Ça, on va le faire avec Régis Méran. Donc Régis de Positive Impact qui travaille avec Solutions Plus, un de nos partenaires et qui accompagne les coopératives en particulier sur ce sujet-là. Donc on est amené à travailler ensemble, et Régis reviendra sur quelques points clés, donc sur où aller chercher les données, comment mettre en forme facilement son bilan carbone, comment le mettre à jour, hein, c'est un vrai sujet. Alors c'est vrai que si on peut voir la montagne que représente un bilan carbone, surtout le premier, on se dit oh là là, on a fait ça, on va pas y retourner tout de suite, mais finalement nous voilà, on vous propose de travailler suivant une méthode qui vous permette de mettre à jour annuellement au moins vos bilans carbone. Et puis Régis insistera aussi sur un sujet important qui est celui de la gestion de projet. Donc il reviendra sur un certain nombre d'étapes clés autour de ça. Une fois qu'on vous a dit ça, on voulait vous donner une preuve qu'un bilan carbone peut être réalisé facilement et efficacement. Alors, je ne sais pas si Christian Manuel va partager ça, mais en tout cas, on a accompagné Christian Manuel l'année dernière sur le bilan carbone d'Océalia. Donc, Christian Manuel, DGA d'Océalia, avec qui on a mené ce projet-là. Et vous allez voir que c'est une petite montagne quand même, parce qu'il y avait de mémoire 13 entités. Et sur ces 13 entités, il a fallu effectivement sortir un premier bilan carbone. Et ce qui va être intéressant dans le retour d'expérience que va nous présenter Christian Manuel, ça va être justement la gestion de projet qu'ils en ont fait. La suite, je pense que c'est important, une fois qu'on a posé cet objet-là, de voir ce qu'on en fait. Et puis ensuite, de faire le lien avec tous les travaux que mènent les coopératives auprès des agriculteurs, puisqu'Océalia est engagé depuis quelques années dans une démarche assez, voilà, assez exemplaire sur l'accompagnement de ces agriculteurs dans des démarches bas carbone, et donc on aura l'occasion d'échanger autour de ça. Et dernier moment, moi je reprendrai la parole pour vous proposer, parce que ça nous a été demandé, une opération collective. Donc pour les coopératives qui le souhaitent, on aura l'occasion de vous présenter une opération qui permettrait de réunir une dizaine ou plus, hein, de coopératives sur ce sujet-là, avec l'objectif, in fine, on y reviendra, hein, mais c'est de pouvoir aller chercher ensuite de la subvention de l'ADEME qui accompagne les entreprises dans la mise en place de stratégies carbone. Donc ça s'appelle acte pas à pas. Mais un- un préambule pour y aller, c'est d'avoir un bilan carbone de moins d'un an. Donc voilà, c'est l'œuf ou la poule, mais nous, on va vous proposer de vous accompagner dans cette démarche-là. Je vous propose de laisser tout de suite la parole à Carole. Donc, Carole, je vais te laisser te représenter rapidement, et puis ensuite, voilà, en une quinzaine de minutes, présenter ces enjeux, ces chiffres clés autour du carbone, les enjeux réglementaires, et puis voilà, le positionnement de la coopération agricole sur le sujet. À toi de jouer, Carole. Merci Florent. Bonjour à toutes et à tous. Carole Lejeune, donc je suis responsable carbone à la coopération agricole. Je m'occupe concrètement d'accompagner au mieux le réseau sur les sujets d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre de notre réseau, et donc de doter auprès des coopératives les différents outils pour aller travailler sur les atténuations d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, excusez-moi, je partage du coup mon écran, c'est que j'avais
moins compris. Hop. Alors, tac. Donc, excusez-moi. Alors, moi, je vais vous présenter, en fait, les enjeux, vraiment généraux du bilan carbone, et vraiment, revoir un peu le contexte général qui, nous réunit aujourd'hui, qui est bien, vraiment le sujet de travailler et d'avancer auprès de au sein de sa coopérative agricole sur, les atténuations d'émissions de gaz à effet de serre et le respect de ses propres, objectifs, environnementaux, aussi bien réglementaires que, au sein des enjeux vraiment de nos propres secteurs d'activité. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu, quelle est notre place en termes d'émissions de gaz à effet de serre, au niveau national, sur les différents postes, d'émissions, on retrouve, aujourd'hui, à l'échelle française, le secteur agricole comme, 2e secteur émetteur en gaz à effet de serre, derrière celui des transports. Donc on représente, au niveau, vraiment agricole, donc 19 des émissions de gaz à effet de serre. Les coopératives agricoles, les industries agroalimentaires se retrouvent à la fois donc, entre, les émissions de gaz à effet de serre amont, donc agricoles, et évidemment les émissions de notre propre secteur qui sont nos émissions industrielles. On voit que c'est 18 des émissions nationales. À l'intérieur de ça, les industries agroalimentaires représentent 13 des émissions de gaz à effet de serre, de l'industrie française. Donc, donc on se rend compte ici que la part de l'alimentation, en fait, globale, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre d'un Français, moyen, dans l'empreinte carbone globale. Ce qui fait que lorsque l'on va sur, les grands objectifs généraux d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre, on voit bien que le sujet de l'alimentation va avoir un impact, évidemment très important. Si on regarde un peu le cadre général, réglementaire, hein, des objectifs, climatiques, on remonte sur les enjeux des accords de Paris où l'ambition est bien d'éviter donc un réchauffement de plus 1,5 à 2 degrés d'ici 2100. Et pour ce faire, les scientifiques du GIEC nous précisent qu'il est essentiel d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone planétaire à l'échelle, à l'horizon 2050. Neutralité carbone, c'est quoi? C'est qu'on arrête, d'émettre plus de gaz à effet de serre, d'ajouter plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à horizon 2050. Ce qu'on appelle zéro émission nette, c'est que tout ce qui va être, émis de façon supplémentaire dans notre atmosphère doit être capté. Ça se traduit au niveau, réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre de notre, Green Deal ou Pacte vert pour l'Europe, et également évidemment au sein de notre, loi française, la loi climat qui a intégré l'objectif de neutralité carbone, au niveau français et qui l'intègre à l'échelle d'une stratégie nationale bas carbone qui délivre, un certain nombre de ce qu'on appelle des budgets carbone pour chacun de nos secteurs d'activité émetteurs, agriculture et industrie comprises, tous les 5 ans avec ce qu'on appelle une forme de droit à émettre, c'est-à-dire vraiment des objectifs d'atténuation d'émissions, à atteindre pour aboutir à la fin à cette fameuse neutralité carbone qui ressemble en fait à cette fameuse trajectoire qu'on a sous les yeux, qui ressemble donc à une, égalité en 2050 entre les émissions positives et ce qu'on appelle les émissions négatives qui représentent le puits de carbone, à la fois biologique qui est représenté et permis par le secteur des terres, donc qui est donc bien l'agriculture et la forêt. Mais également, on voit aussi en négatif une partie en rouge un peu plus faible ici, mais qui, aura son importance potentiellement, en tout cas d'après le gouvernement, puisqu'ici il s'agit bien de données, de stratégie gouvernementale, hein. En rouge, il s'agit des solutions aussi, des techniques, industrielles de capture du carbone comme solution à la neutralité. Donc ce qu'on voit en fait, si on rentre un peu plus dans le détail, de ces chiffres, c'est que
il y a des objectifs intermédiaires. Avant 2050, on a 2030, on a 2025, etc., etc. On a ce qu'on appelle la planification écologique qui est en train un peu de nous inviter et potentiellement de nous imposer des objectifs intermédiaires d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre pour chacun des secteurs d'activité. On se rend très vite compte que pour le secteur des transports, dès 2050, on a un objectif de décarbonation complète des émissions de gaz à effet de serre, donc de sortie du fossile en fait. Quand on parle de décarbonation, on parle bien du carbone fossile qui a des impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On voit que les objectifs sont extrêmement ambitieux pour l'ensemble des secteurs et entre guillemets potentiellement un peu moins ambitieux pour la partie agricole qu'on retrouve ici dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone actuelle qui est en cours de révision où on a un objectif d'atténuation aux alentours de pratiquement 20 d'émissions d'ici 2030 et en 2050, une baisse de moins 46. Mais pourquoi on a des objectifs qui sont entre guillemets un peu moins Ouais. élevés pour le Carole, secteur agricole? excuse-moi de te couper, mais il y a tes notifications mail qui apparaissent. Donc, voilà, pour te Ah oui, prévenir. super, C'est juste, il y a c'est peut-être des choses, merveilleux. donc, je sais pas, faut peut-être le Ouais, couper ou. je sais pas comment faire parce qu'en fait, j'affiche mon écran, mais OK, je vois. Je vois. Alors je vais continuer en même temps. Allez-y, en profitez, Régis et Christian Manuel, si vous pouvez éteindre vos caméras en même temps. Comme ça permet d'être bien concentré sur Carole. Vous reprendrez la parole. On rallumera les caméras pendant votre prise de parole. Je sais pas comment faire, mais Bah, je vais est-ce que éteindre tu le veux que mail. je prenne le relais? Si tu veux, je peux partager de mon côté. Est-ce que tu veux que je fasse comme ça? Non, non, ça va aller. Hop, Un peu de magie. ouais, je ferme tout. Ça ira mieux comme ça. Voilà. Super, merci. Et Madame Nivet et Christian Manuel, si vous pouvez éteindre vos caméras, s'il vous plaît. Merci. Hop, Donc j'en reviens donc aux objectifs, merci. C'est bon. d'atténuation, d'émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, qui sont évidemment très ambitieux. Moins élevés potentiellement que d'autres secteurs d'activité du fait que et c'est bien inscrit dans les accords de Paris, le secteur agricole est naturellement émetteur et nécessaire à, la sécurité, alimentaire nationale et planétaire. Donc ça, c'est toujours très important de le rappeler puisque, on ne va pas aller sur une décarbonation qui va aller jusqu'à, atténuer, décroître, on va dire, notre potentiel de production alimentaire. En tout cas, c'est pas l'idée. Aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone telle que présentée et proposée par le ministère de l'Agriculture et par le gouvernement, propose des actions prioritaires de développement de l'agroécologie, de l'agriculture de précision, de la bioéconomie pour justement participer à la décarbonation des autres secteurs, transport, industrie, énergie et j'en passe. L'agroforesterie comme notamment solution, mais aussi la couverture des sols, et cetera, pour notre solution d'augmentation de puits de carbone, et puis, les enjeux aussi de travail autour de l'alimentation des Français qui, on le sait, est un levier qui est énormément mis en avant aussi par le gouvernement, mais qui a évidemment ses limites sur des enjeux plus, de compétitivité et de marché ouvert qui posent des questions sur comment on travaille sur ce levier-là pour accompagner les agriculteurs dans leur décarbonation. Hem, donc dans le cadre, ce qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est évidemment le bilan gaz à effet de serre, de notre entreprise, de notre coopérative agricole. Hem, ce bilan gaz à effet de serre se trouve dans un cadre réglementaire précis. Un cadre qui
oblige aujourd'hui toutes les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés à réaliser donc un bilan d'émissions, un bilan gaz à effet de serre ou d'empreinte carbone de son entreprise tous les 3 ou 4 ans, en fonction qu'on ait une entreprise privée ou une collectivité territoriale, et de le publier sur la plateforme publique de l'ADEME. Dans ce cadre-là, les coopératives agricoles, certaines en tout cas qui rentrent évidemment dans ces objectifs-là, sont soumises à cette obligation, et une obligation qui est d'autant plus importante qu'aujourd'hui le bilan carbone présenté là doit intégrer à la fois ces émissions directes mais également indirectes. Et c'est bien la nouveauté aujourd'hui sur lequel on va, je pense, beaucoup discuter durant ce webinaire. C'est la difficulté aujourd'hui d'aller chercher aussi l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui se retrouvent au niveau de l'amont agricole, et bien au niveau de mes matières premières et des émissions de gaz à effet de serre issues de la production de mes matières premières. En effet, si je regarde, nous on a regardé juste un bilan d'empreinte carbone de notre réseau coopération agricole, mais c'est une grande moyenne au final de l'empreinte carbone de l'alimentation des Français ou d'une coopérative, on va dire, moyenne, hein. Si on regarde par exemple une COP de production végétale ou animale par exemple, on va retrouver donc notre scope 3 qu'on appelle, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure, les émissions indirectes issues vraiment de la production en amont représentent en moyenne chez nous, au sein du réseau coopération agricole, près de 3/4 de l'empreinte carbone global. Donc c'est, quand même évidemment très important. On retrouve ensuite en deuxième position l'enjeu des transports, de la logistique et du fret, notamment, qui représentent 12 des émissions de gaz à effet de serre. Le scope 1, donc nos émissions directes en propre, hein, de l'activité de la transformation industrielle, représente ici 6 de nos émissions de gaz à effet de serre. Et enfin donc, la fin de vie et la transformation, la fabrication de nos emballages représente, ici 5. On est sur une moyenne, on pourra rentrer dans le détail, si on rentre dans le détail de d'autres filières, comme par exemple la filière, viticole, ch dans une coopérative, une cave coopérative, on va voir que ces postes d'émission vont, avoir des parts différentes, plus ou moins importantes, et on va voir notamment que la partie emballage, qui ici représente 5, va être, au niveau de la partie, cave coopérative, va représenter la part la plus importante des émissions de gaz à effet de serre de ma COP, puisque on va retrouver donc l'empreinte carbone de ma bouteille et donc de mon emballage qui va prendre la place la plus importante dans mon empreinte. Si on regarde par exemple une coopérative de déshydratation de luzerne, là ça va être mon scope 1, la transformation industrielle qui va prendre la part la plus importante par rapport à mon amont agricole en termes d'émissions de gaz à effet de serre du fait d'une transformation industrielle qui est, fortement, énergivore et où, la part, de, l'énergie fossile a été évidemment extrêmement réduite, mais prend encore un peu de place dans mon empreinte carbone. Et donc après, évidemment, il y a tout un tas de différents leviers prioritaires sur ces 4 grands postes d'émissions. C'est évidemment des leviers qui sont très généraux. Vous allez voir par la suite avec des exemples beaucoup plus précis que ces leviers vont dépendre à la fois de vos problématiques, filières, mais aussi territoriales et de vos enjeux auprès de vos propres, agriculteurs coopérateurs, dans le cadre notamment de, l'accompagnement de vos agriculteurs dans la production agricole, une production bas carbone avec l'idée de trouver le bon modèle d'affaires qui va permettre de rémunérer, à la fois votre coopérative et vos agriculteurs coopérateurs dans ces pratiques bas carbone. Et puis évidemment travailler aussi sur les autres leviers, logistiques, donc report modal, passer au fret quand c'est possible, au fret au fluvial, au ferroviaire, passer sur, des agrocarburants, diminuer le nombre de kilomètres, effectués par mes tonnes de matières premières. J'en passe sur les sujets vraiment de transformation industrielle. On a évidemment les sujets de passer vers des énergies renouvelables, sortie du fossile, encore avancer sur l'efficacité énergétique. On évalue qu'en moyenne, on pourrait, encore avancer pour un certain nombre d'entreprises, de 5 à 10 d'efficacité énergétique supplémentaire sur lequel on travaillait aujourd'hui. Et puis sur la partie emballage, évidemment, toute la partie éco-conception. Par exemple, il y a
je vous parlais tout à l'heure de la bouteille de verre au niveau de la bouteille de vin. Si on diminue d'1 gramme le poids de ma bouteille, je vais avoir un impact carbone qui va être très important sur mon empreinte globale. Mais par exemple, si on augmente plutôt ma bouteille en verre et qu'on a une bouteille beaucoup plus solide, certes, elle a une empreinte carbone plus importante, mais je vais être en capacité d'engendrer et de mettre en place du réemploi. Donc là aussi, c'est bien tous ces leviers-là qui vont pouvoir être travaillés à l'issue de votre bilan carbone dans le cadre d'une stratégie et d'un plan climat que vous pourrez travailler avec les différents groupes de travail et différents cabinets qui peuvent vous accompagner dans ce cadre-là. Voilà. Et puis évidemment, les raisons de se lancer, c'est évidemment accompagner, c'est un travail déjà au niveau de la gouvernance, c'est un vrai choix, une vraie prise de décision, de votre entreprise, à la fois au sein de votre conseil d'administration et de votre conseil de direction, pour embarquer l'ensemble de vos collaborateurs dans la réalisation de ce bilan carbone. Vous allez voir, c'est quelque chose qui évidemment, a un impact, assez important et demande quand même une collaboration en fait de l'ensemble de vos employés dans le reporting et pour aller chercher, on va dire, les différentes informations et puis aussi mettre en place par la suite différents leviers. Et puis enfin, ça va être, répondre aussi à la présence des investisseurs, d'anticiper évidemment les futures les futures, modifications réglementaires. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, la stratégie nationale bas carbone va engendrer vraiment de plus en plus de pression réglementaire de plus importante sur tous, les secteurs d'activité industriels et agricoles, y compris évidemment. Et puis, et puis, ça vous permet aussi d'avoir potentiellement un avantage concurrentiel, plus important à partir du moment où vous communiquez sur, ce que vous avez mis en place. Voilà, je m'arrête là pour le moment et je vous laisse la main du Merci. coup. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation, pour avoir rappelé, effectivement, les enjeux, hein. Tu as bien insisté sur cette feuille de route, hein, qui est fixée, 2030-2050 avec des objectifs assez importants et puis voilà, ton dernier slide aussi qui était assez intéressant sur les raisons qui font qu'on doit, se positionner sur ces sujets-là et habile transition donc, pour Régis qui va finalement nous expliquer, comment faire simplement, Régis, un bilan carbone? Donc, je vais te laisser te représenter, Régis, mais comment on démystifie un peu la réalisation de ce bilan carbone et pour toi, quels sont les points clés pour réaliser un bilan carbone qui soit finalement efficace dans une démarche de décarbonation et qui ne soit pas simplement un rapport, un nouveau rapport qu'on met ensuite de côté et qu'on refait 3 4 ans après. Donc on va te laisser, on te laisse la parole, je te laisse prendre la main, Régis, Ça marche. Donc je sur la l'ai. présentation, tu te représentes et puis on se laisse 15 minutes de présentation, 15-20 minutes de présentation, ça te va? Ça marche. Très bien. Merci Merci. Florent. Bonjour à toutes et à tous. Donc Régis Méran, donc moi j'ai une expérience de dirigeant plutôt dans la fonction de la finance et du contrôle de gestion dans le groupe Danone, dans le groupe Soufflé, et puis après dans le groupe Vivesia comme secrétaire général, où c'est là où j'ai commencé à traiter le sujet du carbone en 2007, avant de prendre la direction RSE du groupe Vivesia, puis de basculer dans un métier de conseil depuis 2 ans et demi, et où je travaille notamment avec des coopératives agricoles, avec des groupes agroalimentaires, mais aussi industriels. Voilà. Et donc, je suis ravi de partager avec vous ces sujets-là. Donc, le premier élément, peut-être, pour rentrer un petit peu dans le détail des éléments du bilan carbone, on parle souvent en fait de scope 1 et 2 et 3. Alors, Alors, Régis, t'es tu pas en vois? mode présentation. Ah, On voit juste tes slides. Ouais, si tu peux te mettre en mode présentateur. Hop, c'est bon? non, Ah, ah, c'est peut-être sur un autre écran. attends, je vais faire quelque chose. Tac, tac, tac. Je suis attentif, hein. Ouais, tout à fait. Bravo. Est-ce que c'est mieux? Non, on est toujours Alors, en attends. mode présentateur, pas présentateur justement.
Et là, tu l'as pas en... Non, on n'est pas en présentation. Si tu veux, est-ce que tu veux que je Ouais, prenne la main si vas-y, tu... vas-y, ouais, parce que je Alors, comprends pas attends. pourquoi. Vas-y. Alors, hop, je relance juste de mon côté. Ouais. Hop, allez, je partage mon écran. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon, super, merci Florent. OK. Donc, pour compléter, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, l'idée, c'est de vous partager donc, les différents scopes. Donc, on a alors, petit élément de vocabulaire, on a tous, parce que historiquement, on parlait de scope 1 et 2 et 3. Alors, c'est vrai que c'est rentré dans j'allais dire, dans le vocabulaire classique des personnes qui traitent ces sujets de carbone. Toutefois, maintenant, suite à la dernière version du BGES réglementaire, donc qui est sorti l'été dernier, on parle plutôt de catégories maintenant. Et donc, je vais vous partager donc, le prochain élément. Donc, c'est la catégorie 1. Voilà, Florent. Donc, catégorie 1. Donc, on a en fait, donc c'est la catégorie qui est globalement équivalent à l'ancien scope 1. Donc là, on a toutes les énergies directes qu'on peut voir d'une activité. Donc, à la fois des énergies de sources mobiles qu'on peut avoir sur les véhicules ou de sources fixes qu'on peut avoir pour chauffer, je sais pas, les bâtiments ou des énergies nécessaires au process industriel. Et notamment aussi, on intègre aussi tout ce qui est fluide, frigorigène, quand on a des groupes froids ou quand on a des activités industrielles avec des énergies, enfin des gaz fossiles qui sont impactants. Ensuite, on a le suivant, on a la partie, la deuxième approche qu'on appelle catégorie 2. Là, on est sur des énergies indirectes hein, en termes d'émissions, puisque en fait, là, vous avez l'exemple de l'électricité ou d'un réseau de chaleur. Ces énergies-là peuvent être produites avec des sources fossiles tout à fait différentes, si on se trouve en France, si on se trouve en Chine, si on se trouve en Allemagne. Et donc, c'est le deuxième axe. Et ces deux éléments-là, globalement, permettre de cerner tout ce qui concerne les énergies et consommées dans les différentes activités. Ensuite, on a le troisième scope, qui est le scope le plus large, et on l'a vu tout à l'heure, Carole en parlait. C'est globalement, aujourd'hui, c'est trois autres, enfin, il y a trois autres catégories qui représentent ce troisième scope. En fait, c'est globalement trois grands domaines. Le premier domaine, tout ce qui est lié au transport, en fait, toutes les émissions indirectes qui sont associées au transport, hein, donc que ça soit le transport alors amont ou aval de votre activité. L'autre bloc, c'est tout ce qui est achat de matière, donc que ça soit pour une coopérative, les achats de grains, les achats d'engrais, les achats de produits santé végétale, les achats de services aussi que vous pouvez avoir. Et puis, on a un troisième bloc qu'on oublie un peu souvent, et c'est aussi très, très important et très significatif pour les coopératives. C'est le bloc, en fait, des émissions indirectes associées aux produits vendus. C'est-à-dire que quand on analyse un bilan carbone d'une activité comme une coopérative, mais comme toutes les activités industrielles ou de services, on est aussi responsable, en tout cas dans l'approche bilan gaz à effet de serre, de toutes les émissions qui sont générées dans la vie de notre produit. Après qu'elle sort, qu'on l'ait emmené pour des grains dans les usines de transformation. Je prends un exemple peut-être plus facile à comprendre. Si vous appelez Renault en fait et que vous vendez des voitures, et ben, tout le carburant qui est nécessaire à la vie de la voiture pendant 10 ans, 20 ans, et ben, va être intégré dans le bilan carbone de Renault. Alors, quand vous avez des grains aussi, suivant la destination de vos grains, si les grains sont destinés pardon, à être transformés en fabrication d'aliments, ça veut dire que derrière, ils vont être digérés par des animaux. Donc, forcément, des animaux, ça a des émissions, notamment de méthane, de façon relativement importante. Si vos grains, après, partent dans la bidonnerie, si vos grains partent dans d'autres process industriels, eh ben, c'est des éléments que vous devez mesurer. Donc, c'est des choses qui sont relativement importantes hein, dans le bilan carbone d'une coopérative.
Et donc ce scope, ces catégories, donc de 3 à 6, sont en général les éléments dominants dans une activité de type comme la vôtre. Alors, comment on calcule après sur la diapo suivante donc ces éléments? Donc, on a un premier bloc qui est en fait les émissions de. Si tu peux passer. Euh, c'est très simple, hein, calculer un bilan carbone sur le principe, hein, la règle, elle est relativement simple. On identifie des quantités donc liées à l'activité. On verra comment on les cerne après. Que ce soit des tonnes, que ce soit des kilomètres, que ce soit des mètres cubes, que ce soit des mètres carrés. Donc là, c'est des éléments on va chercher de votre activité, hein. Donc on est à la fois sur des flux financiers, on va y revenir, ou des flux non financiers. Et puis après, on va chercher voilà, des facteurs d'émission qui sont en fait associés aux données que vous avez saisies. Et ces facteurs d'émission, on le reverra après, ils viennent d'une base, essentiellement, c'est la base empreinte de l'ADEME, qui est une base de 42-45 000 données, qui permettent d'aller, en tout cas, de répondre globalement à l'ensemble des questionnements et des calculs sur les éléments de votre activité. Et ça, donc, quand on multiplie des quantités par des facteurs d'émission, ça nous donne en fait une tonne équivalent CO2, puisque, je ne l'ai pas dit, mais c'est le principe du bilan carbone, c'est-à-dire que tous les gaz à effet de serre, donc il y en a 7, ils sont tous convertis en équivalent CO2 pour qu'ils soient facilement additionnables en fonction des activités dans lesquelles on est. Voilà. Donc, voilà, donc, je vous ai mis un petit exemple dessous. Si j'ai 500 litres de gasoil, le facteur d'émission du gasoil, c'est 3,1 kg de CO2 par litre, et ben, ça nous fait 1550 kg de CO2 dégagés sur ce poste d'émission concerné. Vous voyez que le principe est relativement simple. Alors, pour, euh, pour en fait, justement, sur la diapo suivante, quelques éléments de repère, hein, qui permettent de vous baser sur ce qu'on a appelé un standard d'excellence, c'est-à-dire que c'est la base empreinte qui est la base de référence. Alors après, je vous donnerai quelques exceptions qu'on peut traiter. C'est la méthode du bilan carbone qui sert en fait à la base de calcul, et c'est l'association pour la transition bas carbone qui est un peu le garant aujourd'hui de cette méthode-là, et qui forme aussi des acteurs au bilan carbone, et qui permet d'avoir en fait une méthodologie en France robuste qui est vraiment reconnue dans cette méthode de bilan carbone, et qui est appliquée de façon très, très, très pointue par les gens qui vous accompagnent, ou par la méthodologie qu'on emploie. Sur un élément très important dans un bilan carbone, c'est la notion d'incertitude. C'est important parce que vous avez vu que le calcul, la règle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire une facteur d'activité multiplié par un facteur d'émission, ça donne un impact. On peut avoir en fait un niveau d'incertitude différent. Moi, je suis capable de vous faire un bilan carbone sur une société en 1 heure. Seulement, si je fais ça en 1 heure, ben, je vais utiliser quoi? Si tu peux mettre des éléments, je prends le compte d'exploitation et je vais utiliser 100% de ratio monétaire, c'est-à-dire que je vais prendre que des euros, et la base carbone, elle est bien faite de l'ADEME parce qu'elle peut convertir des euros en kilos de CO2. Mais forcément, vous imaginez, quand on prend des euros et qu'on les convertit en CO2, on a des degrés d'incertitude qui sont importants. Et globalement, sur les ratios monétaires, on a des degrés d'incertitude qui tournent entre 70 et 80%. Donc ça veut dire qu'on utilise quand même ces ratios-là, parce que des fois c'est plus simple, mais surtout, après, on va surtout chercher des facteurs d'émission qui sont des facteurs d'émission génériques de l'ADEME, qui sont des kilos de CO2 par unité. Donc je vous ai montré tout à l'heure sur des litres de fuel, mais ça peut être aussi d'autres éléments. Après, il y a le dernier élément qui nous permet d'affiner en fait cette notion d'incertitude, c'est qu'on peut aller chercher, et ça m'arrive assez régulièrement, je l'ai fait d'ailleurs récemment pour une coopérative, on peut aller chercher des études que vous avez pu faire de votre côté, qui sont des études de type analyse de cycle de vie, c'est-à-dire certaines coopératives ont fait des analyses de cycle de vie sur leurs produits.
Certaines coopératives ont peut-être des fermes pilotes où ils suivent très précisément les impacts carbone et de chaque ferme sur des cultures particulières. Donc dans ce cas-là, on regarde si les études qui ont pu être faites sont effectivement robustes et si on peut s'en servir comme étant des bases du bilan carbone. Donc vous voyez en fait cette notion d'incertitude. Donc là, il y a une incertitude, celle dont je vous parle, qui est l'incertitude du facteur d'émission. Et puis après, on parlera aussi éventuellement de l'incertitude de l'unité, puisque ces deux incertitudes, elles se combinent pour arriver à avoir quelque chose de correct à la fin. Et voilà. Donc vous voyez qu'on a quand même, j'allais dire, quand on travaille sur un bilan carbone, on peut le simplifier. On va chercher des ratios monétaires typiquement quand on travaille sur des investissements, parce que les investissements, ils sont déjà faits. Par contre, effectivement, il faut quand même les intégrer dans le bilan carbone, mais on va plutôt chercher des ratios monétaires parce que les dépenses, elles sont faites. Et puis, je veux dire, l'investissement, il est là et on ne pourra pas le changer. Voilà. Donc, vous avez ensuite, donc sur la diapo suivante, alors, comment on pilote un projet de bilan carbone? Donc, on a une première phase, qui est une phase de cadrage, hein, donc, qui permet de lancer le projet, donc, et qui est la phase, j'allais dire, pas la plus importante, mais elle est vraiment déterminante, en tout cas pour la suite. Parce qu'il y a, dans la méthode bilan carbone, on propose aussi, enfin, c'est intégré, on doit lancer le projet, on doit en fait faire œuvre de pédagogie sur ce sujet du carbone et des impacts sur le climat. Et donc, quand on démarre un bilan carbone dans une entreprise, l'objectif, c'est de réunir le plus de collaborateurs possible, les cadres dirigeants évidemment, mais aussi le plus de monde pour justement comprendre pourquoi l'entreprise, elle s'engage dans cette voie-là. Carole a évoqué quelques pistes tout à l'heure, mais en fait, l'objectif, c'est de le rendre concret et visible pour les équipes. Ensuite, on fait un travail de cartographie des flux, je vous montrerai un petit exemple juste après. Et l'objectif est de se dire, de comprendre quand on arrive dans une activité, de comprendre quels sont les flux qui sont, qui permettent de gérer l'activité de l'entreprise. Et donc, cette cartographie des flux, c'est là où on va définir la granulométrie du travail. Est-ce qu'on va travailler sur des ratios monétaires qu'on l'a vu? Est-ce que pour certaines données, pour la majorité, est-ce qu'on a les données ou est-ce qu'on les a pas? Quand on les a pas, comment on peut aller les chercher? Est-ce qu'on les estime ou est-ce qu'on les estime pas? Donc ça permet de travailler et dans cette phase-là, vraiment d'être hyper pointu sur la partie déroulement du projet et de savoir comment on va le déployer après. Ensuite, l'élément toujours un peu compliqué, et là c'est plutôt vous, l'équipe opérationnelle des coopératives qui avez la main, c'est de saisir toutes les données et donc de cadrer en fait, d'avoir ce cadrage pour en fait faire la transition entre la phase de cadrage et de saisie de données, de bien valider qu'on est tous d'accord sur les données à saisir. Et après, vous avez un travail de recueil des données. C'est pas toujours le travail facile, mais en fait, c'est là où on voit, et c'est ce qu'apporte un bilan carbone, je trouve, on s'aperçoit éventuellement de failles qu'on peut avoir dans des process de contrôle interne, ou par exemple, souvent dans les données de flux de transport, on s'aperçoit que finalement, on affrète du transport, mais que on ne connaît pas les flux, on ne connaît pas qu'est-ce qui a été transporté, quelle est la quantité, quels sont les voyages, etc. Et c'est ces informations dont on a besoin pour faire un bilan carbone. Et du coup, ça questionne en fait sur dire, OK, on paye des factures d'un transporteur, mais on ne sait pas ce qu'ils nous ont transporté. Voilà, c'est un petit exemple de ce que peut apporter aussi une démarche. La troisième phase, c'est une phase de résultats. Donc là, on analyse effectivement les résultats du projet. On présente les résultats, on regarde un peu quels sont les enjeux. Je fais toujours un petit exercice, je ne le fais pas à tout le monde, mais on ne l'avait pas fait avec Christian Manuel, mais parce qu'il y avait quand même 13 activités, donc c'était un peu compliqué, mais de faire, quand on lance le projet, de dire, faites votre pronostic de vos impacts en disant quels sont pour vous l'élément le plus important dans votre bilan carbone, et c'est là où en fait on révèle en général dans les résultats des choses assez souvent très différentes, et on casse un peu des idées un peu reçues sur l'impact de vos activités. Et puis après, le quatrième plan, c'est la partie plan de transition. Donc là, on est plutôt dans je ne veux pas y revenir beaucoup parce que Carole a donné quelques pistes tout à l'heure, mais ça permet, on travaille en fait avec les équipes en fonction des métiers, en fonction de la façon des axes d'analyse qu'on a structurés au moment du bilan carbone. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on essaie de regarder quelles sont les actions possibles, j'allais dire court terme, hein,
que la coopérative peut mener pour baisser son impact. Dans cette phase-là, on est plutôt business as usual, c'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, j'ai un métier, mon métier il est comme ça, et ben j'essaye de regarder qu'est-ce que je peux faire j'allais dire, dans mon métier qui est actuel. Et par contre, si on veut aller faire quelque chose de plus transformant, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on a d'autres approches. Et puis pour conclure, donc en fait, donc il y a tout un travail de coordination, et puis on utilise, on l'a pas mal utilisé avec Solution Plus, un outil qui s'appelle To Value Impact, qui a le mérite d'être relativement simple, très, très user-friendly, mais qui vous permet en fait de saisir vos données, d'avoir tout de suite en fait les impacts de ce que vous avez saisi, et puis surtout de vous rendre autonome les années suivantes pour travailler sur une version améliorée de votre bilan carbone ou de voir un peu le résultat de tous vos plans d'action. Voilà. Et important, le dernier point, c'est la communication sur le projet. Moi, je conseille beaucoup d'être très pédagogique, de faire des pédagogies. Le sujet du climat et du carbone, c'est un sujet qui aujourd'hui est ultra présent dans les médias. Et donc, je trouve que c'est intéressant de montrer à vos collaborateurs, à vos équipes, que vous êtes engagés sur ces sujets-là et que vous prenez le sujet à bras-le-corps. Et puis, dernier point, avant de laisser la parole à Christian Manuel, donc c'est un exemple que j'ai pris sur le travail qu'on avait fait ensemble, c'est de faire voilà, un peu à quoi ressemble une cartographie des flux. Donc là, elle a été simplifiée, puisqu'elle est juste sur des flux produits. Et donc, ça permet de bien comprendre sur une activité qui peut être complexe, quels sont les flux entre les différentes entités qui sont analysées. Donc là, c'est le flux de grains que vous avez, mais on peut avoir aussi la même chose sur le flux de transport. Donc là, ça monte un cran en général de vraie complexité parce qu'il y en a souvent un peu de partout. Voilà, donc, et ça permet d'avoir un visuel assez simple et déjà pour prendre un peu des décisions sur bah, où est-ce qu'on va mettre l'impact matière première, est-ce qu'on le laisse dans la coopérative, est-ce qu'on le met dans les entités filiales, etc. Donc voilà à peu près résumé un peu comment on peut faire effectivement un bilan carbone de façon pédagogique et puis le plus itératif possible. Finalement, ça a l'air simple, Régis. Ouais, c'est vraiment simple. On le rend avance, on simple. pense, On le rend simple. Christian Manuel. Alors, on aurait pu inverser finalement, Régis, tu peux rester un peu en ligne, hein, Régis, hein. Finalement, parce que je ne sais pas si tu peux remettre ta caméra, mais à l'inverse, c'est quoi les pièges sur un bilan carbone? Ton retour d'expérience, voilà, les choses à ne pas faire. En fait, le premier piège, moi je trouve que le premier piège, c'est que le sujet dure trop longtemps. C'est de ne pas concentrer le sujet sur une période, un bilan carbone raisonnable entre 3, en fait, suivant la taille. Bon, Christian Manuel, il y avait quand même 13 activités, donc c'est plutôt 6-7 mois. Mais en fait, sur une activité coopérative, entre guillemets, assez classique, c'est un sujet qui doit se faire en 4 mois, quoi. Et c'est important de concentrer effectivement le sujet pour pas que ça se disperse, et puis pour qu'on garde en fait le rythme dans le projet, quoi. Voilà. Ça, c'est un premier résultat. Et en fait, ce qu'il faut aussi, c'est à un moment pas faire. Il faut arbitrer en fait entre le temps qu'on va mettre pour aller chercher des données très précises et finalement, le fait que ces données ont finalement peu d'impact sur le bilan carbone global. Donc, à un moment, c'est pas gênant de faire des raccourcis ou de faire des estimations ou des projections sur des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'impact sur le bilan global, quoi. Et puis après, on se dit, bah, l'année prochaine, on s'améliore, on mettra des process internes pour améliorer et pouvoir collecter cette information. Donc, être plutôt dans une démarche itérative que Voilà. faire plutôt que parfait et être dans cette démarche itérative qui permet d'aller ensuite sur des données de plus en plus précises en mesurant l'enjeu de chacune des données. Ok, merci pour ces précisions, Régis. Donc, on va laisser la parole à Christian Manuel. Donc, on va vous laisser vous présenter, Christian, et nous expliquer finalement comment vous avez mis en place vous avez déployé ce projet de bilan carbone au niveau d'Océalia. Je vous laisser rallumer votre caméra aussi, Christian, et puis on vous laisse la parole. Je pense qu'il y a de l'attente sur votre témoignage, savoir comment Océalia, le temps que ça a pris pour faire ce bilan carbone au vu de la complexité quand même que ça pouvait représenter, puis surtout l'enjeu des suites qui vont y être données.
Je vous laisse la parole. Vous voulez Ouais. gérer la présentation, c'est bon? Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Alors, on le voit. Par contre, on n'est pas en mode présentateur. Ouais, bah donc ce sera comme pour Régis, c'est-à-dire que parce que là moi je suis en plein écran en diaporama, Ouais, donc ça veut dire que ça passe pas par. moi, je peux prendre la suite si vous voulez, Christian Eh Manuel. ben on va refaire comme ça. Alors ce sera très bien. Ok, je fais comme ça. Je repartage. Hop. Normalement, vous voyez mon écran Oui, c'est bon. et C'est parfait. je disparais et vous me dites quand je dois changer. Ok, ben parfait. Donc bonjour à tous, hein, Christian Manuelini, je suis donc directeur général adjoint là, du groupe Océania et j'interviens tout simplement parce que jusqu'alors je suis l'animateur du comité RSE et j'ai été pilote dans ce bilan carbone. Juste avant de rentrer dans le sujet, une petite présentation du groupe pour que vous compreniez un peu la présentation. Le groupe Océania, c'est une coopérative Collecta Pro, avant tout céréalière, sur 8 départements de la Nouvelle-Aquitaine. On a aussi une activité viticole dans la coopérative, puisque sur 2 des départements, on a le Cognaçais, qui est sur notre territoire, donc viticulteur. Et nous sommes aussi très impliqués dans l'élevage, dans la mesure où on a dans nos départements le Limousin, Creuse, Haute-Vienne et Corrèze, une partie de la Charente, et puis des départements très éleveurs, les Deux-Sèvres en Caprin, la Vienne en Auvin. Voilà. Pardon, on a diversifié nos activités au fil de l'eau, surtout à travers des filières. La filière nutrition animale, qu'on va retrouver dans le pôle élevage. C'est aujourd'hui 350 000 tonnes d'aliments qui sont produits et on a développé des activités de service autour de cette nutrition animale, donc côté élevage avec du robot de traite, robot de nutrition animale, avec un fonds de développement sur l'élevage sur notre territoire. Et puis du biocombustible. Alors biocombustible, ça peut être aussi directement en lien avec les éleveurs, mais aussi la production de biomasse pour les chaudières biomasse. Voilà. Autre diversification, l'agroalimentaire, on a une filière céréales, popcorn, qui maintenant ça fait 25 ans qu'on l'a déployée, tout simplement pour chercher du revenu auprès de nos adhérents, donc avec cette culture de popcorn, et qu'on a élargi en 2019 avec l'acquisition des activités de snacking, graines apéritives, cacahuètes, noix de cajou, amandes, etc. Donc sous la marque Menguise. Voilà. Et j'en reparlerai un petit peu puisque on recherche de la filière et donc aussi en réduisant notre empreinte carbone en lançant des essais de culture de cacahuètes sur notre territoire. Et puis dernière pôle viticole et grand public avec des jardineries. Donc on est plutôt dans une activité historique des coopératives avec 70 magasins gagnants. Et puis des activités de commercialisation de vins et spiritueux sur nos produits dans la coopérative, donc vin, pinot et cognac. Voilà. Donc voilà pour la présentation de nos activités. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans un bilan carbone? 2018, on a eu un séminaire, là on en fait tous les 3 ans avec le conseil d'administration, le comité de direction, et 2018 c'était une date importante parce qu'on a clairement orienté notre stratégie, bien sûr à travers nos différentes activités, mais en les inscrivant dans la RSE. Voilà. Et donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est qu'on a lancé ce bilan carbone en 2019, mais qui était simplement sur 2 scopes, le 1 et 2, donc les consommations directes et indirectes. C'était avant tout quand même pour des raisons économiques, pour essayer d'identifier quels étaient les points de compte aux différentes activités pour réduire l'économie. Du coup, ça a engagé beaucoup de diagnostics sur nos métiers de base pour savoir comment piloter justement ces consommations d'énergie. Et puis, dans la continuité, donc 20, 21, 22, on a, on va dire, beaucoup mûri sur cette partie RSE en devenant de plus en plus précis et en développant des projets, on va dire, assez forts en matière de RSE. Alors, je parle RSE, pas seulement réduction bilan carbone, hein. Et on a décidé en 2022 de refaire un bilan carbone, et cette fois complet. Alors,
on savait qu'il y avait cette obligation réglementaire, mais on était quand même vraiment dans une logique d'avoir un point de départ, puisqu'on peut déployer toutes les politiques de réduction des empreintes carbone. Enfin, j'ouvre les portes ouvertes, hein, mais pour pouvoir mesurer, on avait besoin de ce bilan carbone. D'autant plus que le dernier séminaire qu'on avait fait à l'époque, c'était donc on avait fait 2018, 2021, printemps 2021, et on avait décidé de mettre en place des indicateurs de performance sur la réalisation de nos stratégies. Et donc, bien sûr, la RSE était directement concernée. Et on s'est aperçu dans ces indicateurs de performance, c'était nécessaire d'avoir des indicateurs de gaz à effet de serre. Donc, on a cherché un acteur sur le marché. Alors, on a mis quelques mois quand même à chercher, à comparer, à regarder, bien sûr, ce qui était la méthodologie et puis l'accompagnement qui était apporté, et puis aussi l'aspect coût. Bon, on n'a pas choisi le moins cher, mais en tout cas, on a considéré qu'on avait choisi le plus pertinent, c'est-à-dire avoir un acteur à travers la coopération agricole bah, qui connaisse nos métiers, en tout cas nos métiers de base, et puis était aussi convaincu de la proposition d'accompagnement proposée par Régis Méran et donc Positive Impact. Voilà. Et donc, très vite, une fois qu'on a décidé ça, on s'est rencontrés et on a d'abord eu de la pédagogie, puisque ça, on va le retrouver à toutes les étapes. Régis en parlait tout à l'heure, Régis Méran. Et la pédagogie, c'est vrai que c'est un démarrage essentiel pour convaincre et que les gens, quand ils s'engagent dans cette démarche, soient convaincus de la démarche. Donc la démarche, je reprends en fait un peu les trames de ce que Régis expliquait tout à l'heure. Hein. Le cadrage, donc définition de ce que c'était du bilan carbone. Donc là-dedans, bien sûr, que la pédagogie est essentielle. Et ensuite, derrière, constitution d'un comité de pilotage. Donc on n'était pas très nombreux dans ce comité de pilotage. Il y avait la coopération agricole à travers Florent Varin. Bien sûr, Régis Méran pour Positive. L'opérationnel directement impliqué dans ce bilan carbone chez nous, c'était le responsable sécurité, Tieko Diarra, et puis donc moi-même, en représentant de la direction générale. Alors ce comité de pilotage, essentiel aussi, alors il y a plusieurs éléments essentiels à mettre en place, Régis les cité, mais c'est vrai que d'avoir une personne ressource qui soit capable de se libérer le temps nécessaire pour suivre tout au long du parcours, c'est vraiment important, au même titre que l'engagement de la direction générale. Le périmètre, donc périmètre opérationnel, ben, Régis en a parlé, c'est ce qui concerne les scopes. Donc on avait fait les scopes 1, 2 dans le passé, et donc a été rajouté ce scope 3. Et heureusement que Régis ne nous a pas demandé de pronostic, parce qu'on aurait bien été capable d'en faire, ne sachant. Il nous en parlait, mais c'était mais on ne s'imaginait pas ce que ça pouvait représenter ce scope 3. Derrière, on a établi une cartographie, donc alors c'était bien sûr l'organigramme, mais la cartographie, en fait, ne rejoint pas forcément l'organigramme juridique, c'est-à-dire que on peut avoir des activités qui sont transversales sur plusieurs activités juridiques. L'exemple de la viticulture, on produit, c'est-à-dire qu'on récolte les jus de raisin dans la coopérative, on transforme, on va ensuite conditionner à l'extérieur de la coopérative dans les filiales et commercialiser. Voilà, donc on peut avoir plusieurs sociétés juridiques pour une même filière. Donc il a fallu faire des choix. Donc ça fait partie de la cartographie et l'identification ensuite des process. Organisation, une fois qu'on a fini tout ce cadre, eh bien, on a identifié toutes les personnes qui soient capables de décrire les process Positive Impact pour qu'ils puissent nous aider, on va dire, à identifier derrière où est-ce qu'on allait chercher les points de consommation pour la collecte des données. Alors, c'est bête comme chou, mais référent cadre derrière, ça c'est une chose donc pour la maîtrise du process, et puis derrière, quelles personnes étaient susceptibles d'apporter les informations de données. Alors, entre les référents cadres et les contributeurs des différentes activités, contributeurs, donc c'est eux qui vont aller collecter et saisir les données, c'est quand même 40 personnes qu'on a mobilisées dans le groupe.
Et puis enfin, le dernier point, mais qui n'est pas le moindre, hein, qui était l'outillage. Voilà. Alors c'est vrai que, enfin, pour ma part, c'est quelque chose que je n'avais pas capté quand on avait pris l'offre de Positive Impact, voilà, mais qui est très vite arrivé et qui, autant au début, on se disait, bah non, on va suivre ça sur Excel, etc. Mais en fait, j'avoue que c'est un gain de temps et puis c'est une garantie de fiabilité après pour la suite. Je vous ai expliqué pourquoi, qui est relativement importante. Outil bah, qui va, derrière, on va le voir, faire l'objet de formation de l'ensemble des contributeurs et puis qui va nous servir sur la suite après le bilan carbone. Et puis on fait un calendrier. Alors, quand je disais de façon générale 3-4 mois, c'était bien les 3-4 mois qui étaient fixés au départ. Voilà. Au final, on a mis un peu plus de temps, hein, puisque on a fait une restitution au bout de 6 mois, voilà, et on a mis un 7e mois pour démarrer nos ateliers d'action. Voilà. Donc, une fois qu'on avait fini tout ça, il a fallu lancer ce bilan carbone. C'était un 21 décembre 2022, réunion avec 50 personnes, avec toutes les personnes qui étaient référents cadres, qui étaient les contributeurs, les directeurs de filiales, les directeurs de pôle, évidemment, comité de direction, avec le premier pavé qui était la pédagogie, nous réexpliquer, à chaque fois, réexpliquer. Ça, c'était fondamental. Une fois qu'on a fait ce temps, donc on leur a décrit tout ce que je vous ai montré précédemment, hein, la méthodologie que l'on mettait en place, le calendrier, et puis après cette réunion, c'était censé être lancé. Voilà. Et avec donc une personne ressource, Chico, qui était là, on va dire, pour suivre au quotidien l'avancée de la collecte des données. Et puis ensuite, des réunions de suivi régulières. Alors, vous avez vu le comité de pilotage. Comité de pilotage, c'est tous les 15 jours, systématiquement, voire toutes les semaines à certaines périodes. Ça pouvait durer un quart d'heure, comme ça pouvait durer 1 heure. Ben, c'était faire le point sur, bien sûr, au début, la compréhension des process, la compréhension des points de consommation. Et puis, au fil de l'eau, ça a évolué sur la collecte des données. Voilà. Enfin, comme chacun le sait, c'est pas toujours simple d'emmener tout le monde parce qu'on a des saisonnalités différentes au niveau des activités, des ressources qui sont limitées avec, c'est-à-dire que quand je dis limité sur l'ensemble des filiales ou sociétés qui avaient été choisies, hein, parce que certaines filiales n'ont pas été retenues dans le périmètre tout simplement considérant que c'était non significatif dans le bilan carbone. Mais certaines sociétés ont des effectifs qui sont réduits. Pour autant, c'était elles qui devaient bien produire leurs informations. Voilà, donc un chemin qui nécessitait en tout cas de faire ses points sur cette saisie de données et la collecte. Et puis ensuite, au fil de l'eau, c'était validation, mise en cohérence, puisque quelquefois, enfin, c'est pas toujours simple et évident de collecter les données. Hein. C'est pas des données qui sont disponibles dans la comptabilité, ou certaines oui, mais d'autres non. Un petit exemple simple, hein, les consommations des carburants de nos collaborateurs pour aller de leur domicile à leur lieu de travail. Il n'y a nulle part un outil, en tout cas, qui nous permettait d'identifier ces kilomètres parcourus en fonction de quel véhicule, est-ce qu'il y a un véhicule hybride ou électrique. Donc voilà, donc ça veut dire aussi un travail d'organisation, de collecte à travers l'ensemble des responsables du groupe pour identifier les collaborateurs, pour chacun d'entre eux en tout cas, les kilomètres qui étaient faits, le type de véhicule, il y en a qui étaient à temps partiel ou pas. Donc voilà, des choses pas toujours simples à reprendre. Et puis enfin, l'analyse de ces données et la restitution par métier. Alors d'abord restitution, donc ça s'est fait chez nous au mois de juin, et avec on va dire des étonnements. Voilà. Et Florence, si vous voulez bien passer la diapo d'après, voilà, parce que alors je ne vais pas vous donner de chiffres et je vais vous dire pourquoi. Je vais simplement vous donner la répartition, comme tout à l'heure, Carole vous l'a fait, sur le poids des scopes. Hein. Alors, vous voyez qu'il y a
Une grosse part du pavé là, qui est l'espèce d'orange, enfin d'orange, non, pardon, de rose, ou rose indien, je ne sais pas comment le dénommer, une partie en marron, voilà, et cette partie rose, ben, c'est toute la partie amont, c'est-à-dire c'est tout l'achat des matières premières, des grains, et puis marron, c'est de la partie aval, c'est qu'est-ce que va devenir nos produits et qu'est-ce qu'ils vont consommer. Ça, c'est tous les aliments, nutrition animale, tous les aliments animaux ben, qui sont vendus et qui vont produire du méthane. Et donc, ces deux pavés qui sont du scope 3 représentent 93% de nos émissions. Donc, ça veut dire que 7% sont en direct. Donc, l'étonnement des équipes et de la direction elle-même hein, était assez fort. Et c'est vrai que la première réaction, on se trouve un peu démuni. Voilà. D'autant plus que, enfin, Régis l'a bien expliqué, mais il faut bien le comprendre, c'est que bon nombre de ces données sont des données qui sont des données de conversion qui sont données par l'ADEME. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont calculées par nous, mais simplement c'est milliers de lignes de produits avec un coefficient en face qui, en fonction ben, des tonnes qui sont achetées, vont donner en tonnes là, qui sont émises en gaz à effet de serre. Voilà. Voilà, donc un peu démunis, pour autant ben, ça nous a permis en tout cas de prendre conscience ben, de notre bilan et quelque part de travailler derrière sur notre empreinte. Donc déjà, quand on l'a analysé, donc ça c'est ce que là vous pouvez passer la diapo en totalité, hein, voilà, avec le pilier A. Donc, ce sont en effet les consommations directes ou indirectes hein, donc, d'énergie fossile. Mais surtout derrière, c'est comment aller travailler sur le pilier B, hein, sur réduction ben, des émissions de tout ce que l'on achète. En l'occurrence, c'est l'ensemble des productions de nos adhérents, hein, le grain, les jus de raisin. Pour la partie snacking, ben, c'est l'achat des cacahuètes, des noix qu'on achète pour la plupart à l'étranger. Et puis pilier B, j'augmente les puits de carbone. Alors c'est bah, tout ce qui est les absorptions, les captages de carbone, les puits de carbone. Donc, que vous connaissez aujourd'hui, ça peut être aussi bien l'agroforesterie que sur les couverts végétaux. Mais c'est aussi politique aussi d'aller produire de l'énergie renouvelable et donc le développer auprès de nos adhérents. Mais donc voilà, donc c'est le bilan, on va dire, et on voit qu'on a une montagne quand même à grimper, tout simplement, puisque c'est les tiers qu'il faut emmener, et c'est pas seulement nos consommations à réduire. Alors, sur le chemin que l'on poursuit, alors, on a, nous, engagé une démarche quand même, et ça c'était avant ce bilan carbone, c'était à la suite de notre séminaire où il a été décidé alors je pense que c'est le cas de toutes les coopératives, d'accompagner nos agriculteurs dans la transformation de leur modèle, dans le cadre de la transition agroécologique. Et ce que l'on a fait, c'est que on s'est dit, en fait, on va essayer de construire un label, ou en tout cas une démarche, un cahier des charges, en reprenant déjà toutes les démarches qui sont existantes au sein de nos adhérents et puis de la coopérative. Alors, ça fait un beau moment que l'on accompagne nos adhérents dans la transformation de leur exploitation en bio. Donc, on a un certain nombre de pratiques. Ça fait très longtemps que l'on développe l'agriculture de précision. Et donc, on a regroupé toutes ces pratiques en élargissant tous les services extérieurs, c'est-à-dire en essayant aussi de se donner des objectifs au-delà de ce label en matière de comptabilité, de RH, sur des indicateurs d'amélioration dans ces secteurs sur l'accompagnement de nos adhérents. Et donc, on a réalisé ce bilan carbone sur le début de l'année 2023, sur les chiffres de l'année dernière. Et dans la foulée, on a, donc, après 2 ans de préparation, on a démarré ce qu'on appelle le sillon responsable, c'est une démarche d'accompagnement de nos adhérents. Et la première
la première pierre que l'on met dans cette démarche, c'est réaliser un bilan carbone auprès de nos adhérents sur leur exploitation. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un démarrage, hein, puisque cet été, on a réalisé 30 bilans carbone de nos exploitations. Alors, c'est vraiment important parce que ça va nous permettre aussi d'affiner quelque part ce qui est produit par l'ADEME, c'est table de conversion, hein, où on se dit, une tonne de blé, c'est tant de tonnes carbone. Et, voilà. Et pour nous, on a aussi besoin de vérifier comme table de conversion. Voilà. Peut-être qu'on produit plus de carbone que les tables de conversion de l'ADEME, peut-être qu'on en consomme moins. Et en tout cas, pour nous, c'est un élément très important parce que ça va nous permettre d'affiner et quelque part derrière, en essayant d'emmener l'ensemble de nos adhérents, et de pouvoir mesurer, et en tout cas se donner des objectifs pour mesurer les effets qu'auront nos démarches auprès des adhérents. Voilà, comme j'ai un temps imparti, je ne vais pas prendre plus de temps. Je n'ai pas l'impression d'avoir tout dit, mais s'il y a un certain nombre de questions qui viennent, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres témoignages qui seront donnés dans le futur sur le sujet. Merci beaucoup, Christian Manuel, pour ce retour, en montrant, voilà, c'était 4 mois qui étaient prévus initialement, vous l'avez fait en 6 mois, c'est quand même, en commençant le 21 décembre, je tiens à préciser, en finissant juste avant l'été, donc c'était quand même un beau challenge. Et puis effectivement, le lien que vous avez fait, moi j'ai eu la chance de participer à une présentation sur ce sujet-là par un de vos experts. Voilà, le lien qui est fait entre le bilan carbone, ce fameux scope 3 ou catégorie 3 à 5, et comment on accompagne aussi nos agriculteurs, nos adhérents sur ces démarches-là est très intéressant. Et finalement, les deux démarches là, se nourrissent. Et puis, ce que vous avez montré, ce qui était aussi intéressant, c'est que finalement, dans votre bilan carbone, il n'y a pas le choix. Faut aller sur ces actions-là aussi. Donc, c'était assez voilà, assez intéressant. Moi, ce que Alors, je vous propose... Oui, pardon, un point que je voudrais juste partager, c'est que je vous ai montré une répartition de nos émissions, mais en fait, on arrive avec un chiffre de tonnes émises par la coopérative. Alors, quand je dis, du coup, c'est 7% de ce chiffre qui est émis et 93% en amont ou en aval. Voilà. Et alors, comme en tout cas toutes mes collègues coopératives qui font des rapports, des DPEF, rapports développement durable, vous avez sans doute un OTI, organisme tiers indépendant, qui vient faire cet audit et qui cette année m'ont dit c'est obligatoire de publier votre bilan carbone et le chiffre. Et j'ai bien entendu refusé de publier quoi que ce soit, dans la mesure où c'est un point de départ, c'est-à-dire qu'on n'a aucun élément de comparaison. On n'est aujourd'hui pas capable de dire si on fait mieux ou moins bien que nos confrères ou que les industries ou autres coopératives du même secteur. On n'a pas d'objectif encore chiffré, donc on va se les donner en cours d'année à travers nos ateliers sur les actions. Et puis surtout de savoir d'une année sur l'autre comment on se situe. Voilà. Et c'est juste pour dire que le chiffre de bilan est quand même assez effrayant, mais c'est très important de savoir ce que ça représente et ensuite vers quoi on veut aller. Voilà. Merci, je pense que cette précision était importante, et je pense qu'il y aurait sûrement eu un moment la question de savoir, mais finalement, Océalia, combien de tonnes et voilà, l'enjeu, mais on a déjà échangé là-dessus, hein, Christian Manuel, de dire c'est un processus d'amélioration continue, c'est une démarche sur le long terme, et ce point zéro, ça permet justement de savoir où je dois agir et quelle aussi précision apporter sur un certain nombre de données. C'est important. Et ça fait, dans les points que vous soulignez, c'était aussi finalement pouvoir se comparer et pouvoir échanger avec d'autres coopératives sur ce sujet. Et moi, ça me fait une transition donc pour présenter pendant une dizaine de minutes l'action collective qu'on vous propose. Et puis après, on aura une dizaine de minutes de questions. Donc, je vais juste présenter moi l'action, présenter quelques éléments sur l'action collective. Donc, on vous propose
voilà, de poursuivre à l'exemple du travail qu'on a fait pour Ocealia, de travailler avec vous, coopérative, sur ce sujet du bilan carbone et d'organisation et des réalisations du bilan carbone à travers une opération collective. Alors pourquoi une opération collective, hein, on va y revenir, pour partager des bonnes pratiques, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais on voulait aussi s'appuyer sur un témoignage concret, hein, celui d'Ocealia, à travers Christian Manuel, qui vous explique voilà, comment on a pu mener ce projet-là pendant 6 mois. Ensuite, c'est important, se challenger positivement, on a insisté sur ce sujet-là, mais par exemple, c'est se challenger sur le délai, c'est-à-dire qu'un bilan carbone, c'est un bilan carbone, là on parlait de 4 mois qui sont passés à 6 pour Ocealia, mais voilà, c'est se tenir aussi à des délais et être dans cette optique aussi de pouvoir s'apporter des données complémentaires sur un certain nombre de sujets, le rythme, et enfin mutualiser des coûts d'accompagnement. C'est pas anodin, alors c'était mis en avant aussi, hein, cette question de coût d'investissement, c'est pouvoir vous proposer d'avancer sur ce bilan carbone à des coûts où des parties sont mutualisées. Nos principes, donc ce qu'on souhaiterait à travers ce projet, c'est un engagement d'au moins une petite dizaine de coopératives agricoles sur ce sujet-là, avec des temps donc assez typiques, hein, d'une opération collective qui vont mêler des temps de rencontres collectives et des travaux entre guillemets individuels et des rendez-vous individuels accompagnés. Hein, voilà, comment on vient un moment vous aider quand vous pouvez rencontrer des blocages. Et puis ces temps collectifs, une nouvelle fois on l'a dit, qui permettent vraiment de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, puis de lever des incompréhensions, et puis aussi, je pense, de partager un certain nombre d'informations sur ces données. Hein. On a eu l'occasion de faire, on a fait une petite dizaine de bilans carbone, nous, depuis 2-3 ans. Voilà. Alors j'ai vu qu'on a des représentants d'Alliance Forêt-Bois avec lesquels on est en train de travailler. On a travaillé aussi sur de la viande, on a travaillé aussi sur la nutrition animale, et on voit qu'il y a vraiment ce sujet de se dire, mais est-ce qu'on est sur des bases de données représentatif utilisé par toute la profession. Et là aussi, c'est un moyen voilà, de cadrer la méthode et avec effectivement pour vous la possibilité, ça a été très bien montré par Christian Manuel, voilà, de vous mettre en place la structure qui vous semble le plus adéquate dans un cadre qui vous permet de tenir les délais. Ça a été dit, hein, réunion de lancement, ce qui a été très agréable dans le travail qu'on a fait avec Ocealia, c'était ces points réguliers tous les 15 jours qui permettait voilà, de faire un point sur la collecte des données, se challenger collectivement sur cette collecte-là. Les principes communs, hein, donc en collectif, il y aura un travail qui vous serait proposé autour des enjeux climat, avec une méthode voilà, qui se veut, où on s'approprie vraiment tous ces enjeux-là. Ensuite, travailler avec vous, donc là c'est plus un travail qui se fait en individuel. Les chiffres qui vous sont donnés sont bien entendu à adapter à chaque structure, mais où on vous aide à faire cette cartographie des outils. C'est fondamental, hein, ça vous a été dit, c'est à travers cette cartographie, in fine, que vous allez aller chercher les bonnes données et surtout avoir des résultats qui sont assez intéressants. Ce que vous a présenté Christian Manuel, c'est du global. Nous, ils ont l'équivalent à Celia sur chacune des activités, donc sur chacune des cartographies qui ont été faites. Et ça vous permet, in fine, d'aller chercher les bonnes données. Paramétrage de l'outil, donc nous on va vous proposer de travailler avec l'outil Tuvalu. Pourquoi cet outil-là? Parce que c'est l'outil qui nous a semblé le plus ergonomique, on a un partenariat avec cette société-là. Et puis, ça a été dit, les équipes de Solutions Plus se sont formées, ça peut être le cas d'un certain nombre aussi de participants à la méthode carbone, avec la mise à disposition d'un fichier Excel très, très complexe, très, très complet, mais très complexe, et dont la mise à jour demande des niveaux d'expertise qui peuvent être assez importants. Là, cet outil-là nous semble vraiment intéressant pour permettre une mise à jour assez fréquente et pouvoir faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, des personnes, des contributeurs, y soient formés. Donc ça c'est crucial parce que la mise à jour derrière de votre bilan carbone, si vous passez par des fichiers Excel très complexes ou c'est donner l'accès simplement à 1 ou 2 personnes à cet outil-là, ça peut être assez complexe. Donc nous, on a privilégié cette solution-là. Et on vous forme, bien entendu, à cette solution-là. On vous appuie aussi sur la partie saisie des données. L'idée, une nouvelle fois, c'est votre indépendance. C'est qu'in fine, vous puissiez vous-même mettre à jour les données depuis l'outil. Et là, ça change tout,
puisque si vous avez 5-6 personnes dans votre entreprise, à titre d'exemple, qui sont capables d'aller saisir de la donnée, vous voyez toute la puissance que vous avez dans la mise à jour de ces données, et proposer aussi des ateliers collectifs d'analyse des résultats. Donc là, on voit vraiment toute la force du travail qui peut être mené en collectif. Et puis, on est sur des sujets, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais qui restent un peu nouveaux. Donc voilà, pouvoir se challenger collectivement, échanger sur quelques bonnes pratiques, c'est assez intéressant, tout en sachant que dans le même temps, beaucoup de coopératives, à l'image de ce qui nous a été présenté par Ocealia, accompagnent leurs adhérents au quotidien dans leurs installations, à travers de l'agroécologie, à travers un certain nombre de sujets sur ces notions de bas carbone. Au-delà, donc, la possibilité d'avoir des ateliers solutions. Donc, ça a été dit, hein, on l'a fait pour Ocealia, donc travailler sur l'animation de ces ateliers, et puis bâtir son plan de transition. Donc là, on tire un peu plus, hein. Alors ça a été présenté aussi, hein. Souvent ces stratégies carbone s'ancrent dans une stratégie globale, ils ne sont pas dissociés de cette stratégie globale, et ça demande quand même un travail, un accompagnement assez important sur le sujet. Revenir là-dessus, donc comme je vous l'indiquais, pour les coopératives qui travailleront avec nous dans cette opération collective, on aura ensuite l'occasion d'aller déposer un projet à l'ADEME pour aller lancer une démarche acte pas à pas, donc qui permet d'aller chercher des financements pour construire sa stratégie dans le temps. Donc ça, c'est assez intéressant, mais le préalable, c'est d'avoir réalisé un bilan carbone de moins d'1 an. Donc la cohorte avec laquelle on travaillera, ou les cohortes avec lesquelles nous allons travailler, ça nous permettra ensuite de vous accompagner et d'aller déposer cette opération collective auprès de l'ADEME. Actuellement, on n'est pas capable de le faire parce qu'il s'avère qu'on n'a pas assez de coopératives qui, pour différentes raisons, ont des bilans carbone à jour de moins d'1 an. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner aussi des structures de taille plus modeste qui s'interroge comment prendre le sujet, de pouvoir vous emmener sur ce sujet-là. Pour finir sur cet atelier, sur cette mise en place d'une opération collective, donc à l'issue du webinaire, on va revenir vers nous, hein, on va revenir vers vous, pardon, les coopératives participantes, pour vous proposer d'y participer. Donc moi, j'aurais besoin simplement d'un oui de principe pour pouvoir avancer avec vous sur le sujet. On est en train de finir les derniers cadrages budgétaires, mais l'objectif, voilà, c'est d'avoir aussi une proposition assez attractive d'un point de vue financier, et on souhaiterait avoir une réponse des coopératives au plus tard d'ici le 30 novembre pour pouvoir lancer ça en début d'année. Donc on est en train de mettre tout ça en musique, mais voilà, on vous sollicitera à l'issue des webinaires, on vous enverra un certain nombre d'informations pour qu'on puisse avancer sur cette opération collective. Je vous dis qu'on souhaite lancer au plus tard au début de l'année prochaine. Voilà pour la présentation de cette partie bilan opération collective. On a une petite dizaine de minutes pour prendre des questions, donc avec Carole, Régis et Christian Manuel. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, vous pouvez rallumer vos caméras, hein, Carole et Christian, pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? On a répondu à toutes les interrogations. Ah, il y a une question. Mélanie, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Donc, première question. Alors, excusez-moi, Mélanie, est-ce que vous pouvez juste simplement vous présenter très rapidement, dire oui. voilà, quelle coopérative et puis votre fonction, comme ça permet aux interlocuteurs de bien voilà, vous répondre. Allez-y. Donc, Mélanie Da Silva Pinto, moi je suis la responsable RSE du groupe Noriap dans les Hauts-de-France et la Normandie. Et donc, en fait, ma question, c'était au niveau du cahier des charges ou, je ne sais pas, du CV pour les coopératives postulantes. Est-ce qu'il faut pas plus de pôles d'activité différents, ou est-ce qu'il faut se concentrer que sur le métier du grain, ou
Alors, non, il n'y a pas de. Notre idée, c'est de mixer du collectif et de l'individuel. Et cet individuel nous permettra de prendre en compte un certain nombre de enfin, des activités, comme l'a dit Régis, les principales. Hein, c'est ce qui a été fait aussi avec Christian Manuel au niveau d'Océalia. Mais non, l'idée, c'est. Il y a un premier travail d'analyse qui va être fait avec vous quand même pour regarder Scope. Mais voilà, ce serait. En l'occurrence, pour vous connaître un peu, il y a la nutrition animale, il y a du métier du grain, il y a, je ne sais pas si vous avez une De activité la d'élevage. jardinerie. Voilà, Ouais. voilà. Donc ça, enfin, ce serait limitatif de traiter que ça, et d'autant plus qu'il y a un autre enjeu, c'est tout ça se parle. C'est-à-dire que aller regarder simplement le bilan carbone d'une de vos activités, c'est pas prendre en compte des possibilités aussi de travailler peut-être un petit peu différemment, de croiser aussi sur un certain nombre de sujets. Donc ça peut être intéressant. Donc ce sera pas limitatif, c'est pas l'objet. L'objet, c'est aussi de pouvoir échanger après sur des temps collectifs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va finir un peu plus tôt alors. Moi, j'ai encore une question du coup. Allez-y. Merci. Hein. J'ai vu que du coup, dans l'accompagnement, vous nous formez à l'outil Tuvalu. Bon, cet outil-là, je ne le connais pas. Ça veut dire que par la suite, après, c'est avec un abonnement, ça fonctionne comment? Alors, deux possibilités par rapport à ça. Première possibilité, alors nous, on utilisera cet outil-là pour faire le bilan carbone. Donc, pourquoi? Parce que on en a testé un certain nombre et celui-là nous semble le plus pertinent. Deuxième sujet, c'est un sujet effectivement d'ergonomie et de formation des opérateurs. Donc ça, c'est assez intéressant pour tout ce qui est saisie. Après, effectivement, sur le premier bilan carbone qu'on fait ensemble, nous, on utilisera l'outil avec on a un accord particulier qui nous permet d'utiliser l'outil pour réaliser le premier bilan carbone. Après, c'est à vous de décider, suivant la pertinence de l'outil, de le garder ou pas. Bon, les retours d'expérience qu'on a là des coopératives qu'on accompagne, que ce soit enfin, nutrition animale, on a accompagné Garin Paysanne, là on en parlait d'Océalia, etc. Je pense qu'ils ont été assez convaincus de la valeur ajoutée de l'outil. Donc ça vous sera présenté. Tu peux peut-être rajouter quelque chose là-dessus, Régis? Je ne sais pas si tu le souhaites. Oui, non, juste pour compléter ce que tu dis, effectivement, c'est un outil, donc déjà, c'est un outil qui est fait par une entreprise française qui est déjà plusieurs années, parce qu'aujourd'hui, des outils, il y en a tous les 6 mois, il y en a un nouveau. Donc, en fait, il faut être vigilant sur les outils. Et si on analyse un peu les critères à la fois de coût, à la fois d'ergonomie, à la fois de simplicité pour vous, de saisie, et aussi de qualité de restitution, je pense que c'est probablement, enfin, c'est un des meilleurs qu'on ait aujourd'hui sur le marché. Et notamment, si on a une taille un peu importante, c'est aussi plutôt intéressant. Et donc, c'est effectivement une forme de licence sur voilà, qu'il faut prendre, qui permet après, quand on a fait le premier travail la première année, ça permet les années suivantes d'affiner un peu son bilan carbone, d'aller un peu plus finement sur certains éléments ou raccourcir sur certains autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Régis. Oui, Cynthia. Pareil, on vous laisse vous présenter rapidement. On vous laisse prendre la parole. Bonjour, Cynthia Noiret, donc je suis la responsable environnement du groupe Lorca, donc la coopérative agricole de Moselle, dans le Grand Est. Donc moi, c'est plutôt la démarche inverse en fait. Je connais très bien Régis puisqu'on utilise l'outil Tuvalu depuis 2 ans maintenant. Est-ce que du coup, en utilisant déjà cet outil, est-ce qu'on peut accéder quand même au projet bilan carbone collectif? Et enfin, clairement, là, ce qui nous intéresserait, nous plus particulièrement, ce serait la partie d'après, quoi, l'atelier solutions et les plans de transition. Tout à fait possible. Je pense que et c'est assez intéressant parce qu'il y a des niveaux de maturité